Oakland, Californie. Octobre 1966. Deux hommes roulent dans les rues du ghetto. Ils ont des livres de droit posés sur les genoux et des fusils chargés dans le coffre. Ils s'appellent Huey Newton et Bobby Seale. Ils viennent de fonder le Black Panther Party for Self-Defense. Personne ne le sait encore, mais quelque chose vient de commencer. Ce que vous allez entendre dans cette série, c'est l'histoire de ce mouvement. Pas l'histoire officielle, celle qu'on résume en 2 lignes dans les manuels. L'histoire vraie, complexe, violente, lumineuse, contradictoire. 20 figures, 3 saisons. Des hommes et des femmes qui ont risqué leur vie pour une idée. Bienvenue dans Figures du Black Panther. Je m'appelle Didier Mondor. Je ne suis pas historien. Je ne suis pas journaliste. Je suis quelqu'un pour qui cette histoire va compter. Compter personnellement, viscéralement. Et un jour, je me suis posé une question simple. Pourquoi est-ce que personne n'en parle ? On nous enseigne la lutte pour les droits civiques. On connaît Martin Luther King. On connaît Rosa Parks. On connaît le « I have a dream » prononcé à Washington en août 1963. Mais le Black Panther Party, peu de gens en Europe connaissent vraiment cette histoire. Peu de Noirs français, peu de Noirs européens, peu d'Africains. On connaît la lutte pour les droits civiques, on connaît le racisme, mais cette épopée-là, les Panthers, leurs programmes, leurs martyrs, leurs pensées, elle n'est pas enseignée à l'école. Elle circule à peine. C'est pour ça que j'ai fait ce podcast. Pour comprendre le Black Panther Party, il faut remonter à plusieurs décennies en arrière. Le régime de ségrégation légale, qu'on appelle les lois Jim Crow, gouverne le sud des États-Unis depuis la fin de la guerre civile. Ségrégation dans les écoles, dans les transports, dans les hôpitaux, dans les cimetières. Une hiérarchie raciale codifiée par la loi. Entre 1910 et 1970, 6 millions de Noirs américains quittent le sud pour le nord et l'ouest. Chicago, Détroit, Los Angeles, Oakland. C'est la grande migration. Ils fuient la violence et la misère. Ils trouvent d'autres formes d'exclusion. Oakland, en Californie, est l'une de ces villes d'arrivée. Une ville portuaire, ouvrière, où les Noirs s'entassent dans des quartiers surpeuplés, sous-financés, surveillés par une police qui les traite comme des ennemis de l'intérieur. En 1965, à Watts, quartier noir de Los Angeles, 6 jours d'émeutes font 34 morts. L'Amérique regarde brûler ses propres banlieues. En février 1965, Malcolm X est assassiné à New York, abattu lors d'un discours. Il avait 39 ans. L'Amérique noire est en deuil. Et pour une partie de cette jeunesse, la patience est épuisée. La non-violence a des limites. Certains ont décidé de les dépasser. On parle du Black Panther Party comme d'une organisation violente. Des fusils, des bérets noirs, des confrontations avec la police. Ce qu'on oublie, presque toujours, c'est qu'ils nourrissaient que des enfants. Chaque matin, dans les quartiers noirs d'Oakland, de Chicago, de New York, le Black Panther Party organisait des petits déjeuners gratuits. Des œufs, du lait, du pain, avant l'école, pour les enfants qui n'avaient rien. En 1969, le programme avait servi plus de 20 000 repas par semaine à travers les États-Unis. Le FBI l'a qualifié de plus grande menace à la sécurité intérieure du pays. Pas les fusils, les petits déjeuners. Mais avant les petits déjeuners, il y avait un texte, 10 points, rédigé en octobre 1966 par Huey Newton et Bobby Seale, dans un bureau d'Oakland. 10 exigences, pas des slogans, des revendications précises, ancrées dans la réalité des Noirs américains. Voilà ce qu'ils voulaient. Point 1. Nous voulons le pouvoir de déterminer le destin de notre communauté noire. En 1966, aucun élu noir ne siégeait au Congrès de Californie. Les quartiers noirs étaient administrés par des élus blancs, des propriétaires blancs, des policiers blancs. Le pouvoir n'était pas une métaphore, c'était une absence concrète. Point 2.
Nous voulons un emploi pour notre peuple. Le chômage dans les quartiers noirs américains atteignait 30 à 40% dans les années 60. 2 fois, parfois 3 fois le taux national. Les usines embauchaient en dernier, licenciaient en premier. Point 3. Nous voulons la fin de l'exploitation capitaliste de notre communauté. Les propriétaires des logements dans les ghettos noirs étaient majoritairement blancs et absents. Les commerces aussi. L'argent entrait dans les quartiers noirs et en ressortait immédiatement, sans jamais y rester, sans jamais y créer de richesse locale. Point 4. Nous voulons un logement décent, adapté à des êtres humains. À Oakland, en 1966, les 2/3 des logements occupés par des Noirs n'avaient ni chauffage central, ni eau chaude courante. Les propriétaires touchaient les loyers et ne réparaient rien. Les services municipaux n'intervenaient pas. Point 5. Nous voulons une éducation qui enseigne la vraie nature de cette société décadente américaine. Les manuels scolaires dans les écoles noires des années 60 présentaient l'esclavage comme une période difficile, mais formatrice. Nat Turner, Frederick Douglass, Harriet Tubman, absents. L'histoire des Noirs commençait officiellement à Lincoln et s'arrêtait à la Reconstruction. Point 6. Nous voulons que tous les hommes noirs soient exemptés du service militaire. En 1967, les soldats noirs représentaient 23% des morts au Vietnam, alors qu'ils constituaient 11% de la population américaine. Ils mouraient en proportion supérieure dans une guerre menée au nom d'une liberté qu'ils n'avaient pas chez eux. Point 7. Nous voulons la fin immédiate des brutalités policières et du meurtre de Noirs. Entre 1965 et 1969, plus de 100 Noirs ont été tués par des policiers dans les grandes villes américaines. Aucune condamnation, aucune mise en examen. La brutalité n'était pas un dysfonctionnement, c'était une politique. Point 8. Nous voulons la libération de tous les hommes noirs détenus dans les prisons fédérales, d'État et locales. En 1970, les Noirs représentaient 40% de la population carcérale américaine pour 11% de la population totale. Les peines pour possession de drogue dans les quartiers noirs étaient en moyenne 3 fois plus lourdes que pour les mêmes infractions dans les quartiers blancs. Point 9. Nous voulons que tous les Noirs soient jugés par un jury composé de leurs pairs. La Constitution américaine garantissait ce droit depuis 1868. Dans la pratique, les jurés noirs étaient systématiquement écartés par des procédures légales qui permettaient aux procureurs de les exclure sans justification. Un droit sur le papier, inexistant dans les prétoires. Point 10. Nous voulons la terre, le pain, le logement, l'éducation, les vêtements, la justice et la paix. Le 10e point citait la déclaration d'indépendance américaine, mot pour mot. Quand une longue suite d'abus et d'usurpations tend à les soumettre à un despotisme absolu, il est de leur droit, il est de leur devoir de rejeter un tel gouvernement. Ce n'était pas une déclaration de guerre, c'était une facture. 100 ans après l'abolition de l'esclavage, présentée à l'Amérique. Ce podcast ne sera pas une hagiographie. Les Panthers n'étaient pas des saints. Il y a eu des violences internes au parti, des erreurs de jugement, des trahisons, des dérives, des contradictions profondes entre les idéaux proclamés et les actes commis. Tout cela sera dans la série, honnêtement, sans complaisance. Ce podcast ne sera pas non plus un réquisitoire. Le FBI a orchestré une campagne de destruction systématique du mouvement. Assassinat, infiltration, fausses lettres, manipulation. Le programme COINTELPRO visait délibérément à briser des organisations légitimes. Cette répression sera dans la série aussi, avec les documents déclassifiés, avec les noms. Ce que vous allez entendre, c'est une tentative de restituer la complexité. Ce que ces hommes et ces femmes ont vraiment fait, vraiment dit, vraiment vécu. Il y a une raison de plus, pour moi, de raconter cette histoire en français. Les Panthers ont lu Frantz Fanon. Les damnés de la terre, ce livre que le psychiatre martiniquais a écrit en Algérie pendant la guerre d'indépendance, circule dans les cercles du parti comme un texte fondateur.
Huey Newton le cite. Eldridge Cleaver le lit en prison. Bobby Seale en parle dans ses mémoires comme d'une révélation. Fanon avait mis des mots sur quelque chose que les jeunes noirs d'Oakland ressentaient, sans pouvoir le nommer. La violence coloniale n'est pas seulement économique, elle est psychologique. Elle fabrique une façon de se percevoir, de se diminuer, de douter de soi. Et la seule réponse, disait Fanon, est une reconquête. De la dignité, de l'identité, du corps. Aimé Césaire, la négritude, les mouvements d'indépendance africains. Tout cela résonne dans la pensée des Panthères. Ils regardent l'Algérie, Cuba, le Vietnam. Ils se vivent comme une colonie à l'intérieur des États-Unis. Raconter cette histoire en français, c'est renouer un fil qui relie Auckland à Pointe-à-Pitre, à Fort-de-France, à Dakar, à Saint-Denis et Saint-Ouen. Cette histoire n'est pas américaine, au sens étroit du terme. Elle appartient à tous ceux qui ont vécu la domination raciale comme une structure, pas comme un accident. Elle n'est pas enseignée à l'école. En France, en Belgique, en Suisse, dans les lycées des Antilles, rien. Le mouvement des droits civiques, oui. Mais les Panthers, leurs pensées, leurs programmes, leurs martyrs, silence. C'est un vide que j'ai décidé de combler, modestement, à ma façon. 20 portraits. 20 hommes et femmes qui ont traversé le mouvement, certains à sa fondation, d'autres dans ses ruines. Saison 1. Les premiers feux. Comment construit-on une révolution ? Les architectes du mouvement, dans les années de naissance et de danger. Saison 2. Les femmes et les idéologues. Qui porte vraiment la parole ? Ceux qui ont pensé le mouvement et les femmes qui ont porté le parti quand les hommes tombaient. Saison 3. Les martyrs et l'héritage. Que reste-t-il quand on éteint les leaders, des exils, des prisons, des morts, et quelques survivants qui portent encore la mémoire? Le premier épisode parle de Huey Newton, cofondateur du parti, ministre de la Défense. Il a tenu tête à la police, armé d'un fusil et d'un livre de droit. Il a passé des années en prison pour un meurtre dont beaucoup contestent encore la culpabilité. Il a été l'homme le plus radical d'une organisation radicale. Et il est mort en 1989 dans une ruelle d'Auckland, abattu pour $60 de crack. Cette trajectoire, de l'icône révolutionnaire à la déchéance, est au cœur de ce que cette série veut explorer. La grandeur n'est pas une protection. L'histoire ne tient pas ses promesses. Mais elle vaut la peine d'être racontée. Voici Figures du Black Panther. Si cette introduction vous a donné envie d'aller plus loin, abonnez-vous à Figures du Black Panther sur Spotify et laissez un commentaire. Chaque retour compte pour la suite. Cet épisode est dédié à Amadou Mérico, bâtisseur, formateur, homme qui a décidé un jour que le savoir ne se garde pas. Il se partage. À lui qui reconnaîtra dans ses Panthers la même conviction. À tous mes noirs et aux blancs qui ont lutté pour la cause.